Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Ce soir, émission numéro 15 en ce lundi 29 juin 2020. J'espère que vous avez passé une très belle fin de semaine malgré qu'il annonçait de la pluie. Il a fait beau la majorité du temps. C'était une excellente nouvelle pour ceux qui avaient prévu des activités extérieures entre amis ou en famille. Moi, c'était mon retour à l'arbitrage au deck hockey. Donc dehors samedi après-midi et dimanche matin. Et puis je suis allé jouer au tennis cet après-midi. Donc très belle fin de semaine à l'extérieur. Et j'espère que vous en avez tous profité comme il le fallait. Aujourd'hui, c'est une grosse émission assez chargée qui nous attend. D'abord, en actualité, on fera un retour sur la phase 1 de la loterie de la Ligue nationale de hockey qui, on va se le dire, a donné droit à un dénouement assez surprenant. On fait un petit tour rapide également de plusieurs nouvelles de la LNH en lien avec le retour au jeu. Ensuite, on va parler soccer. En effet, le mercato, donc la période de transfert bat son plein. Et je vous parle de deux mouvements de personnel assez importants qui ont eu lieu aujourd'hui et hier. Et pour finir cette actualité assez chargée, je vous parle aussi de la signature du corps arrière de la NFL, Cam Newton, avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. À l'entrevue aujourd'hui, on reçoit Geneviève Guilbeault. Madame Guilbeault est la vice-première ministre de la province de Québec, en plus d'être la ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la capitale nationale et députée du comté de Louis-Hébert. Donc c'est un honneur pour moi de la recevoir et j'espère que vous apprécierez l'entrevue. En fin d'émission, je vous dévoilerai certains invités que l'on aura cette semaine, mais pas tous car l'horaire n'est pas encore complète, mais restez jusqu'à la fin. Et en musique aujourd'hui, c'est le lundi québécois, donc je ferai jouer une chanson de Cœur de Pirate en collaboration avec Loud, puis une chanson de Jean Leloup. Non, en fait le contraire. Une chanson de Jean Leloup, puis une chanson de Cœur de Pirate, exactement. Donc, actualité sportive, pour commencer l'émission, le sujet qui a retenu l'attention pendant la fin de semaine, du moins à partir de vendredi soir, c'était la loterie du repêchage de la LNH. On s'attendait à ce que le prétendu premier choix à ce repêchage, Alexis Lafrenière, sache l'identité de son équipe. Toutefois, rien ne s'est passé comme prévu. D'abord, si vous voulez en savoir plus sur le déroulement de la loterie, et ses particularités cette année, je vous invite à retourner écouter mes podcasts de mardi et de vendredi passé. Des podcasts où j'ai également parlé beaucoup de la loterie dans le segment actualité. Donc l'équipe qui a gagné la loterie, on ne sait pas encore c'est qui. Il s'agit de l'équipe E qui a remporté une boule appartenant à l'équipe E qui a remporté le tout premier show au total. Donc, une boule qui avait seulement 2,5% de chance d'être tirée. Donc, dans un contexte normal, cette boule aurait été celle des Jets de Winnipeg. Donc, c'est intéressant de faire un petit comparatif, là, de savoir que ajouter un Alexis Lafrenière aux Jets de Winnipeg, ça fait vraiment une équipe assez dangereuse. Comme je vous l'ai dit la semaine passée, on rentre maintenant dans un scénario dans lequel une équipe nommée de A à 8 grimpe dans le top 3. Donc, les 8 équipes qui perdront dans le tour préliminaire seront de la phase 2 de la loterie. Elles auront chacune autant de chances de remporter le tout premier choix au total de l'encan 2020. Donc, en résumé, le perdant de Maple Leafs Blue Jackets a 12,5% de chance de gagner Alexis Lafrenière. Le perdant du duel Canadien-Pingouin a également 12,5% de chance d'avoir le premier choix. Le perdant du duel Islanders-Panthers, Hurricanes-Rangers et ainsi de suite avec l'Ouest ont tous 12,5% de chance d'avoir le tout premier choix et très possiblement Alexis Lafrenière. Pour en revenir aux Canadiens, oui, la chance de pouvoir repêcher Lafrenière en perdant contre les Pingouins est intéressante, mais à mon avis, je veux dire, il faut quand même faire un appel au calme. Là. Selon moi, appelez-moi l'optimiste, mais le Canadien a ses chances en série. Un bon mélange de jeunes et de vétérans, et surtout avec Carey Price dans les buts, là, le Canadien peut créer des surprises et entre autres battre les Pingouins. Non, le plan de Marc Bergevin n'est pas d'espérer perdre pour avoir 12,5% de chance de repêcher Alex Lafrenière. Oui, une chance sur 8 comparé à une loterie normale, c'est quand même 12,5% de chance, c'est quand même excellent. Mais au final,
il n'y a que 8 équipes, donc une chance sur 8, c'est d'avoir le premier choix. Ça veut dire aussi 7 chances sur 8 de ne pas l'avoir. Donc son plan à lui, ben, le plan de Bergevin, et c'est bien correct comme ça, c'est de faire les séries à chaque année. Il a réussi son objectif cette année. Ben, il réussira son objectif si les Canadiens gagnent contre les Pingouins. Donc, c'est vraiment. C'est ça. Donc, ceux là, qui ont déjà repris le slogan en arrière pour la Lafrenière, je vous demande de vous calmer. Là. Disons que le prix de consolation d'une défaite contre les Pingouins est assez intéressant, mais aussi l'objectif du Canadien, et il se répète à chaque année, c'est de faire les séries. Toutefois, le repêchage a beaucoup de profondeur, si on le sait. Donc, si le Canadien perd contre les Pingouins, le plus bas qu'ils peuvent repêcher, c'est 9e. Donc, ça reste un choix qui donnera sans doute un excellent joueur de hockey. Là, on parle de joueurs comme Jake Sanderson, comme Alexander Holtz, comme Jack Quinn. Donc, sans trop rentrer dans les détails sur ces joueurs-là, mais ça reste des excellents joueurs de hockey. Bref, on ne sait pas encore qui aura Alexis Lafrenière et le tout premier choix au prochain repêchage, mais la suite promet d'être excitante. Donc, la phase 2 de la loterie, donc celle qui déterminera qui a le tout premier choix au total, sera bien entendu faite après le tour préliminaire, donc pour savoir laquelle des 8 équipes sera au premier rang au repêchage. Le reste de la loterie a aussi été bouleversé par plusieurs changements. D'abord, les Kings de Los Angeles ont grimpé jusqu'au deuxième rang. Rappelons que les Kings étaient quatrième au classement inverse au pourcentage de points avant la pandémie. Donc le quatrième plus de chances de remporter le tout premier choix. Donc il s'agit d'une augmentation de 2 rangs. Donc gros gain là, du côté des Kings de Los Angeles. Et finalement au troisième rang, pour compléter le top 3, c'est le choix des Sharks de San Jose, donc qui appartient maintenant aux sénateurs d'Ottawa. Bien entendu, un choix qui était impliqué dans l'échange d'Eric Carlson. Donc, les Sharks étaient troisième au classement inverse. Ce choix reste au même rang, donc au troisième rang. Donc, on peut dire que les grands gagnants de la loterie, c'est les Kings et évidemment une équipe mystère. Mais il y a également 2 grands perdants à cette loterie. Tout d'abord, au quatrième rang, au repêchage, on retrouvera les Red Wings de Détroit. Donc, l'équipe dirigée par Steve Yzerman a terminé au dernier rang. Donc, c'est donc dire que leur premier choix était celui qui avait le plus de chances de se retrouver premier. Mais leur choix est passé de premier à quatrième. Donc, grosse déception de ce côté-là. Sachant que dans ce repêchage, on parle de Lafrenière et des autres, la qualité du joueur repêché par les Wings sera certainement moins grande. Mais par contre, il faut se rappeler que ce repêchage est très profond et que le joueur qui sera réclamé au quatrième rang deviendra sans doute un excellent joueur de hockey également. L'autre équipe perdante à ce repêchage, il s'agit des Sénateurs d'Ottawa, et oui, mon équipe préférée. Malgré qu'ils aient maintenu leur rang avec le choix des Sharks de San Jose, leur choix original, qui était deuxième au classement inverse, a glissé jusqu'au cinquième rang. Donc, c'est une mauvaise nouvelle de ce côté-là. On perd, par exemple, un Quinton Byfield ou un Tim Stützle qui aurait été le choix logique au deuxième rang. Toutefois, Pierre Dorion, directeur général de l'équipe, ne se dit pas trop déçu parce que quand même, les Sénateurs ont 2 choix dans les 5 premiers. Donc, évidemment, c'est pas le pire scénario pour les Sénateurs. Ils auraient pu repêcher 5e et 6e, mais forcé d'admettre que c'est loin d'être le meilleur scénario également. Là, les Sénateurs auraient bien pu avoir le premier et le deuxième choix, ou le deuxième ou le troisième. Donc, 3e et 5e, disons que c'est pas si pire. Pour le reste de la loterie, eh bien, chaque équipe recule d'un rang en raison de la montée dans le top 3 d'une équipe mystère. Donc après les Sénateurs 5e, on retrouvera les Ducks d'Anaheim au 6e rang, les Devils du New Jersey au 7e rang et les Sabres de Buffalo au 8e rang. Quelques petites nouvelles en rafale pour la LNH. Il faut savoir que 26 nouveaux joueurs de la LNH ont testé positif à la COVID-19 depuis le 8 juin. Dans ces joueurs, 15 avaient rejoint leur équipe en vue de la phase 2 du retour. Et les 11 autres n'avaient toujours pas rejoint leur équipe. Il semblerait qu'aucun des joueurs infectés ne soit présentement dans les installations du Canadien de Montréal à Brossard, donc c'est une bonne nouvelle de ce côté-là.
Aussi, rappelons que les camps d'entraînement, donc la phase 3 du retour au jeu de la LNH, s'amorce le 10 juillet. Donc cette date, c'est dans moins de 2 semaines. Donc il est normal que les joueurs commencent à revenir peu à peu dans les installations de leurs équipes respectives en vue de ce camp. Du côté du Canadien, on a appris aujourd'hui par le bien du compte Instagram de la femme de Carey Price, Angela Price, que justement Carey Price a pris la route aujourd'hui en avion. Ben pas la route, a pris l'avion vers Montréal aujourd'hui. Donc, c'est une bonne nouvelle de ce côté-là. Le, le gardien du Canadien pourra s'entraîner avec ses coéquipiers. De plus, le jeune centre Jesperi Kotkaniemi rejoindra aussi Montréal un peu plus tard cette semaine, lui qui est présentement en Finlande. Donc, il prendra un vol de la Finlande jusqu'à Montréal. D'ailleurs, la blessure qu'il a subie au mois de mars dernier dans la Ligue américaine, un peu avant l'arrêt des activités qu'il a reçue, donc une blessure à la rate. Cette blessure à la rate semble guérie, donc il pourra participer, si tout va bien, à la série contre les Penguins de Pittsburgh. On parle un peu de soccer. Ancien joueur emblématique néerlandais du Real Madrid et du Bayern Munich, Arjen Robben est de retour à la compétition. Le 4 juillet 2019, soit il y a près d'un an, Robben annonçait sa retraite à la fin de son contrat avec le Bayern Munich après 10 ans passés dans ce club bavarois. Mais à 36 ans, cette légende du foot néerlandais a annoncé son retour au jeu hier. Il a signé un contrat avec le tout premier club dans lequel il a joué professionnel, donc le FC Groningen, club qui évolue dans l'Eredivisie, soit la Division 1 aux Pays-Bas. Robben, vainqueur une fois de la Ligue des Champions avec Munich, revient donc à la source dans le club où il a évolué de 2000 à 2002. Donc c'est une excellente nouvelle pour ce petit club-là des Pays-Bas qui pourra compter sur un ambassadeur là, comme Robben. Toutefois, un retour en sélection nationale néerlandaise ne semble pas d'actualité pour le joueur de 36 ans. De plus, restons dans le monde du soccer, la période des transferts bat son plein en Europe présentement, après l'achat définitif de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain et le transfert de 60 millions d'euros de l'Allemand Timo Werner à Chelsea. Un troisième gros transfert a eu lieu aujourd'hui. C'était dans l'air depuis quelques temps. L'échange entre le FC Barcelone et la Juventus de Turin s'est officialisé. Le Brésilien Arthur Melo prend la route de Turin et le Bosniaque Miralem Pjanic s'en va à Barcelone. Vous savez, au soccer, les équipes transfèrent souvent un joueur contre un montant d'argent. On sait que la crise sanitaire a provoqué des difficultés économiques bien réelles là, chez certaines équipes, aussi riches soient-elles, dont le FC Barcelone là, qui devait vraiment aller chercher beaucoup d'argent car ils en ont perdu beaucoup à cause de la pandémie. Donc cet échange indique donc une nouvelle tendance pour l'été de transfert à venir. Comme les équipes ont moins d'argent à dépenser sur des joueurs, elles s'en échangeront entre elles beaucoup plus que les années passées. Donc Arthur Melo, ou juste Arthur, c'est un jeune milieu central de 23 ans, brésilien qui a passé les 2 dernières saisons avec Barcelone en Liga espagnole. Marqueur de 4 buts cette saison, Arthur a eu de la difficulté à s'imposer comme un titulaire dans l'entrejeu catalan. C'est pourquoi il était destiné lors de son recrutement à haut prix là, en juillet 2018. Il faut savoir qu'Arthur pourra disputer le reste de la saison en cours avec le Barça avant de rejoindre la Juventus. Toutefois, il faut savoir que le milieu de terrain turinois est assez contingenté là, avec la présence entre autres d'Adrien Rabiot, de Blaise Matuidi ou d'Aaron Ramsey. Donc la place comme titulaire de Arthur est loin d'être assurée, mais il a le potentiel, c'est certain. Miralem Pjanic, bosniaque âgé de 30 ans, fait le chemin inverse dans cet échange. Donc il part de la Juventus et rejoint le FC Barcelone. Ayant inscrit 3 buts avec la Juventus cette année, Pjanic est un excellent vétéran. Ancien joueur entre autres de l'AS Rome et de l'Olympique Lyonnais, il a signé pour 4 ans à Barcelone. Tout comme Arthur, il pourra finir la saison en cours dans son club présentement, donc la Juventus. Il faut aussi savoir que le FC Barcelone, dans cet échange, reçoit également un chèque de 12 millions d'euros de la part de la Juventus, histoire entre autres de compenser la différence d'âge entre les deux joueurs. Dernière nouvelle aujourd'hui et non la moindre, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont annoncé la signature du corps arrière Cam Newton.
Âgé de 31 ans, celui qui est surnommé Superman aura la lourde tâche de chausser les souliers de Tom Brady, légende là, vraiment du football, parti comme joueur autonome cet été avec les Buccaneers de Tampa Bay. L'entente est d'une durée d'1 an et elle pourrait rapporter à Newton 7,5 millions de dollars s'il remplit certains critères là, de performance. L'ancien des Panthers de la Caroline a été libéré en mars dernier justement par les Panthers, lui qui n'a joué que 2 matchs lors de la saison 2019, ennuyé entre autres par une fracture au pied. Joueur par excellence de la NFL en 2015, Newton avait connu une excellente saison cette année-là, gagnant 15 matchs sur 16, mais toutefois en perdant en finale du Super Bowl, bien évidemment avec les Panthers de la Caroline. Donc c'est une signature très intéressante pour les Patriots. Vraiment, si relancer Cam Newton à un niveau aussi haut qu'il a atteint lors de la saison 2015 pourrait très vite faire oublier Brady à tous les partisans des Patriots. Donc c'est tout pour l'actualité d'aujourd'hui. On va maintenant en musique dans le cadre du lundi québécois. On connaît tous Jean Leloup avec son style particulier, mais surtout ses chansons toujours très très bonnes et très entraînantes. Aujourd'hui, on s'en va 30 ans en arrière. Voici 1990 de Jean Leloup. Et au retour, Geneviève Guilbeault est avec nous. Restez là. Mesdames et messieurs, attention, je vais vous faire une chanson. Le sujet en est ambitieux. De mon image, je suis soucieux. En 1990, c'est l'heure des communications. Nous avons vu l'apparition du moteur Ford à explosion, puis de l'avion à réaction. Mais de toutes les inventions, c'est sans doute la bombe à neutrons qui nous laissa le plus baba au cours du célèbre Hiroshima. Mais 1990 devrait nous laisser tous pantois, devrait nous laisser tous gaga. Dirigé par ordinateur, Sony, Fuji et Macintosh se culbutent dans les airs, le rush, la guerre technologique fait rage. C'est un super média carnage, attention voilà les avions qui tirent, c'est l'heure de l'émission. 1990, c'est l'heure de la médiatisation. 1990, c'est l'heure de la conscientisation. Dans mon du sport, du jogging et de la cigarette. La preuve en est nos beaux soldats américains qui sont là-bas, bronzés à la vitamine D, nourris aux fibres équilibrées. Les morts qui seront faits là-bas seront en bonne santé, je crois. Les impôts du contribuable n'ont pas été payés en vain. La preuve en est, il est possible de ne jamais rater sa cible. Si on connaît le vidéo, si on se pratique le coco, bientôt disponible, bientôt Coetirak en Nintendo. En 1990, c'est l'ère de la socialisation. En 1990, c'est la démocratisation. J'en étais à ces réflexions quand tout à coup je me sens con, assis par terre dans le salon. Je ne fous rien, je suis un con. Heureusement que ma copine a soudain l'idée de génie de me toucher le porte-avions. Vite fait je lui sors mon canon. Ça va chauffer, oui mon amour. Je crois que mon radar haillant en fait mon la sortie de secours. Je vais larguer mes bombes, attention. En 1990, j'ai mis ma participation. En 1990, j'étais dans la coalition. En 1990, en 1990.
chanson. On est de retour à Boisvert Radio. Maintenant, on reçoit de la grande visite pour l'entrevue d'aujourd'hui. C'est Geneviève Guilbeault qui est là avec nous pour l'entrevue d'aujourd'hui. Madame Guilbeault est députée de la circonscription de Louis-Hébert, mais surtout, elle est vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la capitale nationale. C'est avec un grand plaisir que je la reçois aujourd'hui à Boisvert Radio. Bonjour, Madame Guilbeault, vous allez bien? Bien, merci, et vous? Oui, super bien. Donc, commençons le tout en parlant de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a mené à devenir la politicienne que vous êtes devenue aujourd'hui? Par exemple, quelles études avez-vous faites ou quelle autre tâche, quelle autre profession avez-vous réalisée jusqu'à votre rôle dans le fond aujourd'hui? C'est une bonne question, ça, parce que je pense pas qu'on soit prédéterminé à faire de la politique nécessairement, mais d'abord, j'ai étudié, là, bon, j'ai fait mon parcours secondaire, cégep en sciences de la nature. Ensuite, j'ai commencé à l'université en mathématiques, donc aucun rapport. Et ensuite, j'ai bifurqué vers les communications. Et déjà là, il y a plus de liens là, avec ce que je fais aujourd'hui. Donc, j'ai fait mon bac, ma maîtrise en communication. Et ensuite, j'ai travaillé, j'ai occupé plusieurs emplois, toujours en communication, dans la fonction publique, à plusieurs ministères, beaucoup à la sécurité publique. Donc, d'une certaine façon, je disais rien nous prédestine, mais ça, peut-être que ça me prédestinait d'une certaine façon. Ouais. Mais donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Puis, le point commun que je vois, moi, tout ça, c'est vraiment le service public. Parce que quand je travaillais au gouvernement, on travaille pour les citoyens. Quand on travaille dans la fonction publique, bien, on travaille pour nos citoyens, on répond à nos citoyens, on donne des services aux citoyens. Fait que dans ce sens-là, je considère que je fais un petit peu la même chose maintenant en politique, d'une façon différente, mais c'est la même chose. Puis ma première fonction, moi, en ce moment, oui, je suis ministre et tout ça, mais je suis d'abord et avant tout députée de Louis-Hébert. Louis-Hébert, qui est un certain secteur là, du Québec, qui comprend le Collège des Compagnons. Ouais. Et c'est pour ça. Fait que ça, c'est vraiment ma première fonction. Donc, moi, j'ai mon bureau à Cap-Rouge et les citoyens qui ont des problèmes, qui ont des besoins, qui ont des demandes, qui veulent juste des fois me parler de quelque chose, qui veulent me présenter des projets, qui veulent faire des entrevues pour leur podcast. Donc, il y a toutes sortes de choses qui se passent chez nous dans Louis-Hébert. Tu sais, Louis-Hébert, c'est la Pointe de Sainte-Foy, c'est Cap-Rouge, Saint-Augustin de Desmaures et tout le secteur Laurentien, près de l'aéroport, Jouvence et tout ça. Donc, quelle que soit la situation, les gens peuvent m'appeler, venir me voir. On les aide à régler leurs problèmes. On les aide à ce que la vie soit plus belle pour eux d'une manière ou d'une autre. Fait que ça, pour moi, c'est super important. Fait que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, le service public, de continuer d'aider le monde, d'être utile pour le monde. Puis, c'est vraiment ça, moi, qui m'anime. Puis, le jour où j'aurai plus l'impression d'être utile, bien, j'espère que je vais aller faire autre chose. OK, très intéressant. Hors pandémie, c'est-à-dire avant le 12 mars dernier, quelle était une journée typique dans la vie de Geneviève Guilbeault et comment ça a changé avec la pandémie qu'on a vécue? Hors pandémie, c'est une bonne question parce que le hasard a fait en sorte que juste avant la pandémie, je venais tout juste, moi, de revenir de mon congé de maternité. Parce qu'en janvier, j'ai accouché d'un petit bébé. Et donc, en janvier-février, j'étais en congé de maternité. Puis au mois de mars, je suis revenue travailler. Et là, on a déclaré l'état d'urgence et il y a eu la pandémie. Donc, on a été reconfinés chez nous où je travaillais. J'ai travaillé beaucoup de chez moi comme les autres. Mais donc, ça a été un petit peu particulier. Donc, ma journée typique, pour répondre à la question, ma journée typique avant la pandémie, c'était pas mal m'occuper de mon petit Christophe qui avait 1 mois et demi, 2 mois. Et puis, mais sinon, en dehors de la pandémie et de mes congés de maternité, bien, j'ai des journées très, très occupées où c'est super varié. Une journée, je peux être à mon bureau de circonscription, le bureau à Cap-Rouge dont je parlais tout à l'heure, répondre à des gens. Je travaille avec mon équipe. J'ai 2 personnes qui travaillent avec moi à Cap-Rouge, Isabelle et Doris. Et donc, on monte des projets, on fait toutes sortes de choses. C'est très dynamique, un bureau de circonscription, un bureau de député. Là, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui se demandent un peu... On va pouvoir vous expliquer ça. Puis d'autres journées, je suis à mon cabinet de la sécurité publique.
Je travaille sur mes dossiers de sécurité publique, mes dossiers d'affaires policières, de sécurité civile, les inondations, les crises en tout genre. On gère beaucoup ça ici à la sécurité publique. Et puis d'autres journées, bien, je me concentre plus sur, je suis ministre de la Capitale-Nationale, fait que je m'occupe des dossiers de la Capitale-Nationale. Donc, je visite des entrepreneurs, je parle aux maires, aux mairesses, aux préfets. Il y a plusieurs élus municipaux qui sont dans la Capitale-Nationale, des députés fédéraux aussi. Donc, on a beaucoup de discussions, on fait des projets là aussi, on finance des projets, des initiatives. Il y a beaucoup d'événements qui s'organisent à Québec, évidemment qu'avec la COVID, là, on va en avoir beaucoup moins quand on pense au festival d'été, à tous les événements qu'on a l'été d'habitude. Mais en temps normal, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans la Capitale-Nationale. Donc, on soutient plusieurs de ces projets-là. Alors, on travaille avec eux. Je travaille avec mes collègues députés aussi. Il y a 11 circonscriptions dans la Capitale-Nationale. Donc, moi, j'en ai une, Louis Hébert, mais il y en a 10 autres. Donc, je travaille avec les 10 autres députés. Fait qu'on fait plein de choses. C'est varié. Ça dépend des jours. Il y a des périodes de l'année où on siège à l'Assemblée nationale. Quand c'est le cas, bien, je passe mes journées à l'Assemblée nationale. Fait que ça varie d'une journée à l'autre puis d'une semaine à l'autre, mais c'est toujours très stimulant. OK, excellent. Pendant la pandémie, vous avez remplacé parfois le premier ministre François Legault lors des points de presse, lors des fameux points de presse quotidiens à 13 heures. Là, plus vers la fin, ça devenait les jours de semaine avec certains congés. Comment vous vous sentez lorsqu'on sait que tout le Québec vous écoute? C'est quoi le feeling qu'on ressent dans ces moments-là? C'est un petit peu stressant, je dois l'admettre. Là, on est habitué de faire des activités médiatiques, des entrevues et tout ça, mais là, dans le contexte, c'est assez stressant, surtout la première fois, parce que notre premier ministre était tellement excellent, tellement utile puis pertinent, tu sais, à chaque journée. Comme tu dis, les gens écoutaient le premier ministre, puis là, avec le docteur Arruda, puis on avait l'annonce du jour, les nouvelles du jour, les consignes du jour. Des fois, il fallait demander aux Québécois de suivre telle ou telle consigne. Des fois, on annonçait qu'on fermait telle chose, qu'on ouvrait telle chose. Fait que c'était vraiment des points de presse qui étaient d'abord et avant tout nécessaire et utile pour nos citoyens. Moi, mon seul objectif, c'était d'être aussi utile que notre premier ministre pour les fois où j'ai eu le privilège de le remplacer. Puis que quand les gens m'écoutaient, se disaient bon, ben parfait, le premier ministre n'est pas là, mais on a quand même l'heure juste, on sait à quoi s'en tenir, on a bien compris le message, puis c'était le seul objectif, en fait. Là. Quand on est dans des sujets sérieux comme ça, la seule chose qu'on souhaite, c'est d'être clair puis d'être utile pour notre monde. OK, parfait. Pendant la crise de la COVID-19, il a été rapporté que ce sont les Québécois qui avaient reçu le plus d'amendes pour non-respect de la distanciation sociale vis-à-vis le reste du Canada. Ça vous touche un peu, étant ministre de la Sécurité publique. Comment vous interprétez ces données-là? Je les interprète de façon un petit peu paradoxale, dans le sens où c'est vrai qu'on a donné au-dessus de 7000 contraventions au total depuis le début, mais en même temps, les Québécois, quand on regarde des sondages puis des études sur Google et autres, il y a des études qui démontrent que les Québécois, c'est eux qui ont été le plus respectueux de la distanciation, les mesures de distanciation, les consignes en général. Donc, c'est les Québécois là, qui ont été le plus rigoureux, le plus respectueux de ces consignes-là. Donc, oui, il y a eu des contraventions, mais c'est une minorité. Tu sais, quand tu dis 7000 environ sur 8,4 millions, je pense qu'on est 8,3 ou 8,4 millions de personnes, c'est vraiment une très, très faible minorité. Puis, c'est dommage, il y a toujours des gens qui ne suivent pas les consignes. Ça sera toujours comme ça, peu importe la situation, peu importe on est où. Mais la bonne nouvelle, c'est que la très, très grande majorité ont été très réceptifs et très respectueux des consignes. Puis c'est grâce à ça qu'en ce moment, on peut être en train de déconfiner. Là, on le voit, les gens reprennent leur vie, ont repris déjà pas mal leur vie. Les derniers secteurs sont sur le point d'ouvrir aussi. Les activités qu'on fait traditionnellement l'été, évidemment que les grands rassemblements, les festivals, les grands spectacles ne pourront pas avoir lieu. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais il y a d'autres événements qui s'organisent, alternatifs, virtuels. Il y a quand même des façons d'encourager nos artistes, d'encourager nos promoteurs, d'encourager nos projets, nos gens qui sont actifs dans les divers secteurs au Québec. Fait
J'espère que tout le monde va profiter quand même de l'été pour encourager les Québécois, que ce soit nos artistes, nos hôteliers, nos restaurateurs, nos producteurs, nos agriculteurs, etc. C'est vraiment l'occasion jamais. Puis qu'on va garder cette bonne habitude-là aussi. Parce qu'un jour, on va pouvoir refaire nos événements plus traditionnels. Puis un jour, il y aura un vaccin, puis on va pouvoir se rapprocher à nouveau. Puis bon, la vie va peut-être redevenir un jour normal. Pas tout de suite, mais un jour. Mais il faudra garder cette bonne habitude-là qu'on a développée, d'acheter local, d'encourager nos producteurs, nos entrepreneurs d'ici. Parfait. Parlons maintenant d'autres choses de la pandémie. Présentement, quels sont les principaux enjeux dans le comté de Louis-Hébert? Dans le comté de Louis-Hébert, c'est sûr que c'est un comté qui est en bonne partie urbain, dans le sens où il y a une partie, là, tout Cap-Rouge, Jouvence, secteur de l'aéroport, Pointe-de-Sainte-Foy, c'est dans la ville de Québec. Donc, c'est des enjeux les enjeux, en fait, de la ville de Québec touchent une bonne partie de ma circonscription. Si on pense au transport en commun, si on pense au développement en général. Mais sinon, le transport, moi, à Québec, dans la capitale nationale au complet, là, je considère que le transport, c'est un gros enjeu parce que ça a une influence directe sur la qualité de vie des gens. Moi, je dis tout le temps Québec. Puis quand je dis Québec, c'est la capitale nationale au complet, là, de Port-Neuf à Charlevoix. Donc, la ville de Québec et les environs, c'est la meilleure place pour vivre au Québec. Vraiment, ici, il y a une qualité de vie extraordinaire. Il y a eu un sondage récemment par une firme française qui plaçait Québec comme étant la deuxième ville au monde où la qualité de vie est la meilleure pour les familles. Wow. Imagine, deuxième au monde. Là. La première ville, c'était Helsinki en Finlande. Et la deuxième, c'est Québec au Québec. Fait que quand même, là, tu sais, c'est pas désagréable de venir s'installer ici. Mais quand même, donc, il y a une qualité de vie déjà qui est là. Il faut bâtir là-dessus. Mais un des facteurs, un des irritants qui revient souvent, puis c'est pas juste à Québec, c'est justement le trafic, les entraves, le transport, à la fois le transport routier, le transport collectif. Il y a des projets en ce moment. On a, nous, notre projet de troisième lien, qui est le gros projet de notre gouvernement dans la capitale nationale. Fait que ça va aider à la fluidité entre les deux rives, parce qu'il faut aussi tenir compte de Lévis. Tu sais, Lévis, c'est pas à Québec, mais c'est pas loin, tu sais. Puis il y a des gens de Québec qui travaillent à Lévis, vice-versa, on se déplace beaucoup. Fait que ça va aider. Et sinon, ben c'est ça, c'est toujours de pouvoir maintenir cette belle qualité de vie-là à cause de la COVID. Des secteurs d'activité importants comme les hôtels, les restaurants ont été beaucoup touchés. Fait que je dirais que là, un des défis qu'on a, c'est d'aider ces gens-là, puis d'aider à ce que leur économie puis leur business, si tu me passes l'expression, puisse reprendre. Fait que donc, aider notre relance, finalement. Aider la relance économique dans la capitale nationale, puis par ricochet dans Louis-Hébert. Moi, j'inclus toujours Louis-Hébert parce que ça touche aussi. Fait qu'il y a ça. Puis sinon, à Saint-Augustin-de-Desmaures, Saint-Augustin, c'est une petite ville défusionnée de Québec, puis qui est dans Louis-Hébert aussi. Puis à Saint-Augustin, là aussi, on a des petits enjeux de trafic. Saint-Augustin, centre-ville, entre autres, secteur Durand-des-Mines, un petit peu plus loin, vers Fossambeau. Puis il y a aussi le centre communautaire qu'on a dû démolir, en tout cas pour lequel on a accordé une aide financière. Donc, il y a des petits dossiers comme ça qui touchent beaucoup Louis-Hébert, sur lesquels je suis tous en train de travailler d'ailleurs, puis que j'espère bien régler. Je voudrais aussi qu'on développe un petit peu plus le sentier ou le parc de la plage Jacques-Cartier, ce qu'on appelle la marina de Cap-Rouge. Okay. Pour ceux qui connaissent le coin, c'est très, très, très populaire. Donc, j'aimerais ça que c'est déjà très populaire, c'est déjà beau, c'est déjà le fun d'aller là, mais j'aimerais ça qu'on puisse le développer encore plus, que ce soit plus attrayant, qu'il y ait peut-être un peu plus de commodité là, pour les gens qui se promènent là. Mais comme c'est un territoire qui appartient à la ville, nous, le gouvernement, on peut les appuyer, mais c'est vraiment eux qui doivent présenter un projet. Mais on travaille avec eux pour développer encore plus ce secteur splendide sur le bord de l'eau. OK. Ouais, ça fait le tour. Je dis beaucoup de choses. Là, tu m'arrêtes si je parle trop. Ah, ben c'est bien correct pour l'instant. On sait que vous êtes la mère de 2 enfants. On sait qu'avec toutes vos fonctions, là, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre de la Capitale nationale et député de Louis-Hébert, c'est quand même, permettez-moi le mot anglais, beaucoup de jobs. Donc, comment vous arrivez à concilier travail et famille? Ça, c'est toujours la même bonne question. Je le concilie comme je peux, mais moi, la grosse chance que j'ai, c'est que j'habite à Québec.
Donc, Saint-Augustin, là, qui est défusionné, mais donc, tu sais, j'habite Québec et les environs. Ce qui fait que même quand on siège à l'Assemblée nationale, moi, je rentre toujours dormir chez moi le soir, alors que les autres élus qui sont dans les autres comtés partout au Québec, eux, la semaine, doivent habiter à Québec. Fait que, tu sais, ils dorment dans une chambre d'hôtel ou un appartement en ville pendant la semaine, puis ensuite retournent chez eux. Fait que moi, j'ai pas ce problème-là, entre guillemets, c'est pas un problème, mais je veux dire, j'ai pas cette particularité-là parce que mon comté est ici. Fait que je rentre toujours chez moi le soir. Des fois, je rentre tard, je les vois pas nécessairement, mais tu sais, au moins, je suis là. Quand on se lève le matin, je suis là, on me voit, ils me voient, je les vois. Fait que c'est le fun. Mais c'est sûr que c'est des grosses journées. Par contre, leur père est à la maison. Donc, l'important pour moi, c'est qu'il y ait au moins un des deux parents qui soit plus disponible. Dans notre cas, c'est leur père, mais je suis quand même là très, très souvent. Puis quand je suis là, je me concentre. Tu sais, des fois, je tasse mon téléphone, là, puis là, je laisse faire mes affaires de bureau là, pour au moins quelques heures. Puis là, on passe du temps ensemble, on fait toutes sortes d'affaires, on se baigne, on se promène. Des petits enfants comme ça fait pas mon petit bébé il y a 5 mois. Là, fait que on se promène en poussette, puis on prend l'air, puis lui est très heureux, puis moi aussi. Ah, c'est le fun. Vous êtes déjà vice-première ministre du Québec et vous n'avez que 37 ans, vous êtes très jeune. Qu'est-ce que l'avenir vous réserve en politique, selon vous? Je ne saurais pas quoi répondre. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Il y a 3 ans, si tu m'avais dit que je serais vice-première ministre aujourd'hui, probablement que j'aurais dit, voyons donc. Tu sais, il y a 3 ans, je ne faisais même pas de politique. Là. J'ai été élue pour la première fois à la fin de 2017. Fait que ça fait 3 ans? Non, ça ne fait pas encore 3 ans. Ça va faire 3 ans cet automne. Donc, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Par contre, moi, j'adore ce que je fais. J'adore ce que je fais. J'adore faire de la politique, mais dans le sens de, comme je disais, là, aider le monde, être proche du monde. On a la chance quand on est politicien, quand on est député, puis quand on est ministre, mais à la base, député, on a des budgets, on a des sous, on a des outils, on a des liens privilégiés avec le gouvernement, ou on est membre du gouvernement, même dans mon cas. On a une part on est associé, on participe à plusieurs décisions. Fait que ça, c'est des outils qui nous permettent d'aider directement encore plus notre monde. Tu sais, quand je disais tout à l'heure, des fois, des gens m'arrivent avec un projet. Des fois, ils ont besoin de sous, mais des fois, pas juste ça. Des fois, ils ont besoin juste de quelqu'un pour les accompagner, essayer de voir à qui ils pourraient s'adresser. Est-ce qu'il y a un ministère ou est-ce qu'il y a une organisation qui pourrait les aider? Est-ce que je connais des gens qui pourraient être intéressés à participer avec eux, à prendre part à leur projet? Fait que des fois, c'est juste de faire des liens entre les gens, de les aider à trouver des bonnes idées ou peut-être de peaufiner leurs idées. Des fois, c'est de leur donner un petit peu de sous pour qu'ils puissent faire avancer le projet. Des fois, c'est de pouvoir, des fois, on me demande de participer à quelque chose parce que je suis présidente d'honneur ou, tu sais, fait qu'eux autres, ça leur permet de dire que la députée va être présente à l'événement. Fait que, il y a toutes sortes de façons d'aider le monde. Puis en faisant de la politique, c'est vraiment un levier direct là, pour pouvoir aider le monde. Fait que tant et aussi longtemps que je vais aimer faire de la politique, j'espère pouvoir continuer d'en faire, mais c'est vraiment les citoyens qui décident. Moi, les gens de Louis Hébert, c'est eux qui votent pour moi ou contre moi, entre guillemets. Là. C'est eux qui décident pour qui ils votent. Fait que tant et aussi longtemps qu'ils vont voter pour moi, j'aurai la chance de les servir. Alors, j'espère que ça va durer longtemps. Puis si un jour, forcément un jour, ce sera plus moi. Donc, j'espère juste pouvoir faire à nouveau quelque chose que j'aime beaucoup par la suite parce que c'est important d'aimer ce qu'on fait dans la vie. On passe beaucoup de temps à travailler. Fait que ça, puis notre famille, c'est les deux choses auxquelles on consacre le plus de temps. Alors, c'est important d'aimer ça puis d'être heureux. Oui, exactement. Et en terminant, quel conseil donneriez-vous à un ou à une jeune qui veut se lancer en politique aujourd'hui, en 2020? C'est sûr qu'il y a les conseils de base, là, évidemment, faire ses études, essayer de travailler sérieusement, choisir autant que possible un domaine qui vous intéresse. Comme je disais tantôt, notre travail, il faut qu'il nous intéresse, mais avant ça, essayer de trouver un domaine d'études qui nous intéresse aussi, puis dans lequel on va avoir le goût d'être bon, puis on va avoir le goût de continuer, puis de le finir, puis ensuite de ça, de travailler là-dedans. Mais sinon, en général, je disais au tout début, il n'y a rien qui nous prédestine nécessairement à faire de la politique. Mais chose certaine, moi, ce que j'observe dans ma propre vie qui m'a bien servi, c'est deux choses que je dis souvent. C'est d'embrasser les défis puis de valoriser son équipe.
parce qu'on ne fait pas grand-chose seul, là. Je peux te le dire, là. Des fois, c'est nous, puis moi, mon visage, on le voit des fois à la télé, puis je fais des choses, puis tout ça, mais j'ai une équipe avec moi, derrière moi, autour de moi, qui fait en sorte que je peux faire tout ça, parce que je ne peux pas être partout en même temps, moi, là. C'est sûr que ce n'est pas moi qui fais absolument tout ce à quoi mon nom est associé. Beaucoup, mais pas tout. Puis c'est parce que j'ai une excellente équipe que j'ai la chance de pouvoir faire tout ça. Puis c'est un cercle vicieux aussi, là, tu sais, quand tu valorises ton équipe, bien, les gens ont plus envie de travailler avec toi, puis ils ont plus envie de rester avec toi, puis ainsi de suite. Fait que donc ça, c'est très important, valoriser son équipe, valoriser les gens avec qui on travaille bien, et puis embrasser les défis. Bien, même si ça n'a pas de lien avec la politique, s'il y a une opportunité qui se présente à vous, un défi qui vous paraît gros. Moi, quand on m'a offert de me présenter la première fois dans le comté de Louis-Hébert, j'étais enceinte de 6 mois. Puis c'est un comté que c'est toujours un autre parti politique qui avait gagné ce comté-là. Fait que j'avais pas beaucoup de chance de gagner au début. Fait que j'ai dit, bon, mais j'ai dit, parfait, go, allons-y, on va essayer. Puis ça aurait été une belle expérience. Fait que finalement, ça m'a mené plus loin. Donc, c'est les deux choses que je dirais. Je pense qu'on ne peut pas se tromper avec ça, que ce soit pour faire de la politique ou autre chose. Embrasser les défis puis valoriser son équipe, ce seraient les deux conseils que je donnerais. Puis sinon, bien, pour la politique comme telle, parce que ça nous prend de la relève en politique, une chose qui est intéressante, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui font de la politique maintenant. Il n'y a pas si longtemps, c'était des gens de l'âge de... plus de l'âge, disons, de mes parents, puis peut-être toi, de tes grands-parents, qui faisaient de la politique, puis c'est bien correct aussi, là, ça prend des gens d'expérience, mais là, je trouve qu'il y a plus de jeunes, il y a plus de femmes, fait que ça amène une diversité, fait que donc, avis à tous les jeunes qui peuvent être intéressés, bien, plongez-vous là-dedans, suivez ça, et puis impliquez-vous aussi. Peut-être un dernier conseil que je dirais aux jeunes qui nous écoutent, engagez-vous dans la politique sans nécessairement être candidat dans une élection, même quand on est jeune, à 12, 13, 14, 15 ans. Nous, à la CAQ, le parti politique auquel j'appartiens, on a la commission relève, donc les jeunes qui sont pas encore majeurs peuvent faire partie de cette commission relève-là. Donc, tous des jeunes. On a un congrès jeune à chaque année. Fait que tous ces jeunes-là, puis nous aussi, les députés, les ministres, on participe. Et là, il y a des débats qui se font, des idées, et les jeunes amènent des idées. Puis il y a certaines de ces idées-là qui font partie des plateformes politiques, puis qu'après ça, nous, au gouvernement, on est en train de les mettre en œuvre, là, des idées qui ont rapport à l'environnement, par exemple, qui viennent des jeunes de notre parti, les jeunes, là, 15, 16, 17 ans, qui nous ont amené l'idée. Puis là, maintenant qu'on est au gouvernement, on est en train de le faire. Fait que ça, c'est très valorisant pour des jeunes. Puis quand tu commences à 13, 14 ans à faire partie comme ça d'un mouvement politique, bien, ça donne le goût plus tard. Ça vient peut-être plus naturellement de dire, bien là, maintenant que j'ai 20, 25, 30 ans, bien, je vais peut-être me présenter dans une élection. Puis, tu sais, ainsi de suite, là. Les mandats évoluent en fonction de ça. Fait que ça, là, faire partie d'un mouvement politique, devenir membre d'un parti politique, participer aux événements, participer aux idées, donner des idées, participer aux discussions, ça peut être très, très formateur et très intéressant pour les jeunes. Parfait, ouais. C'est sûr que s'impliquer tôt et justement bien s'entourer, c'est sûr que c'est gage de succès. Merci beaucoup, Mme Guilbeault, d'avoir accepté mon invitation et d'être venue à Boisvert Radio. Merci beaucoup à toi, Charles. Je te souhaite un très bel été, puis à tous ceux qui nous écoutent aussi. Parfait. Je vous souhaite un bel été, moi de même. Merci. On s'en va maintenant en musique avec Dans la nuit de Cœur de pirate et Loud. Est-ce qu'on parle encore de pacte? On s'est juste utilisé. Et le mal qui s'impose au fond n'est pas ce qu'on s'est donné. Les lumières de nos endroits, ceux qui feignent de briller. Je m'y plonge et j'y somnole, enfin ne plus me réveiller. Les gens tournent autour de moi, ne m'ont pas vu m'endormir. Au son des basses qui résonnent dans mon tout, mon être chavire. Les amoureux se rencontrent enfin, alors qu'on me voit souffrir. Je rêve, je m'envole. Dans la nuit, on me laisse vivre l'ennui. Que la raison emprisonne. Tout de moi réside dans ces fois. Que d'espoir je rentre
passé la nuit sous la tension. T'as joué ta chance, ils ont joué ta chanson. Je t'ai parlé toute la nuit, j'ai pas dit grand chose. Je sais que tu penses que j'y pense, mais tu penses trop. Ok, j'ai pris l'appel et puis après, crois-moi, je suis difficile à suivre, je suis facile à perdre. L'ennui des jeunes adultes, passer la nuit seul à deux. Mais disparu sans signature, je sais pas dire adieu. Je suis jamais bien loin, je suis jamais bien là. Bruxelles, Paris, Berlin, Jarbella. Traverser le monde pour essayer de remplacer un monde par un autre que j'arrive à peine à replacer. I say, 2 glasses full of moonshine. Sunglasses for the moonshine. Les grands classiques, on est sous le charme. And baby, that's all I need. Dans la nuit, on me laisse vivre l'ennui. Que la raison emprisonne. Tout de moi réside dans ces fois. Que d'espoir je rentre chez moi. Et dans la nuit on s'ennuie. Et dans la nuit on s'ennuie. Mon être jaloux. Et dans la nuit on s'ennuie. Et dans la nuit on s'ennuie. Mon être jaloux. C'est maintenant le temps pour moi de vous dévoiler le planning de mes invités de la semaine. Toutefois, je vais être honnête avec vous, ce planning n'est pas très complet pour l'instant. Je ne sais même pas encore quel invité on va recevoir demain. Tout ce que je sais, c'est que 4 personnes m'ont dit oui pour une entrevue. Donc, si j'ai aucune, permettez-moi le mot anglais, si j'ai aucune cancellation, on devrait être correct jusqu'à la fin de la semaine. Il ne me reste qu'à céduler l'entrevue pour chacun d'entre eux. Je vais déjà vous présenter 2 personnes qu'on va recevoir cette semaine. D'abord, James Letourneau. James me ressemble beaucoup, c'est un passionné de hockey qui suit beaucoup le hockey, qui joue au hockey aussi, qui en mange là, du hockey. Pendant le confinement, il a eu l'idée de partir ses propres podcasts avec plusieurs chroniqueurs. Il a lancé la page Facebook Le Monde du Hockey NHL News. Donc sur cette page, vous pourrez trouver des podcasts qui vous informeront sur le monde du hockey, quelques entrevues, aussi plusieurs capsules présentant des jeunes joueurs admissibles au prochain repêchage de la LNH. Donc je vais le recevoir, qu'on parle de son projet et de hockey en général. Autre invité que je recevrai, Maxime Larouche. J'ai bien connu Maxime à l'époque où j'écrivais sur des blogs sportifs sur Internet, là, comme entre autres Hockey TV. Aujourd'hui, Maxime est très occupé. Là. C'est un étudiant en arts et technologies des médias au Cégep de Jonquière, Profil Radio. Il est aussi gestionnaire des médias sociaux des Foreurs de Val-d'Or. Il est aussi chroniqueur sur le site toutsurlehockey.com. Il participe aussi à un podcast qui s'appelle Le QG, projet qu'il a lancé en collaboration avec ses colocs à Jonquière. Maxime, passionné de hockey et plus particulièrement de jeunes espoirs, là, des vidéos de faits saillants de jeunes joueurs en vue des repêchages. Là, il en mange. Là, il analyse plusieurs joueurs pour vraiment se donner un avis détaillé sur les espoirs au prochain repêchage de la LNH. Donc, ça va être très intéressant d'entendre Maxime parler non seulement de ses nombreux projets, mais aussi là, de son analyse là, en vue du prochain repêchage, son analyse sur plusieurs espoirs. Donc, ces 2 entrevues là, avec Maxime et James, très intéressantes en vue, donc j'ai hâte de vous les présenter. Et aussi de vous présenter mes 2 autres invités de la semaine une fois que la date avec eux sera confirmée. Donc c'est tout pour Boisvert Radio ce soir. Merci beaucoup à Mme Guilbeault d'avoir accepté mon invitation pour l'entrevue. C'est très gratifiant pour moi là, d'avoir reçu la vice-première ministre assez tôt dans ma entre guillemets, là, carrière de radioman sur Boisvert Radio. Donc j'espère que ça va continuer ainsi. Je vous invite aussi à voter en grand nombre au décompte musical sur la page Facebook de Boisvert Radio d'ici à mercredi 13h pour avoir le décompte musical qui vous ressemble le plus, chers auditeurs. Donc merci d'avoir été à l'écoute ce soir. On se retrouve demain soir pour un nouveau podcast à Boisvert Radio.